Ça, c'est une vraie soirée prestige en mode, tu vois, à l'ancienne. On va faire des soirées avec ce monsieur. Mais si tu veux, mais venez à mes soirées. Je m'appelle Charles Miraskil, je suis illusionniste et mentaliste. Alors, un illusionniste, c'est quelqu'un qui va faire en sorte de créer du merveilleux dans l'œil de l'autre. Et à partir de là, créer quelque chose qui sorte du compréhensible et du coup qui va arriver dans l'inexplicable. Et on va recréer ce moment incroyable, voilà, la suspension d'incrédulité, qui est au final le moment précis où ton esprit se dit « j'ai pas compris ». Et mon travail, c'est de faire en sorte que tu ne comprennes pas et que tu rêves un peu comme à l'époque du Père Noël. Le mentaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va faire en sorte d'analyser ton comportement et faire en sorte de rentrer dans ton esprit. En tout cas, de donner cette illusion. Parce qu'en réalité, je ne rentre pas dans ta tête, par contre, je vais analyser tous tes faits et gestes pour arriver à mes fins. Et tromper ton esprit, bien sûr. Je suis fortement inspiré de Darren Brown en Angleterre. J'aime beaucoup, tu vois, des gens aussi comme Luc Germain à Londres, qui sont juste fabuleux, et des gens comme Dan White aux États-Unis que j'apprécie grandement. Et en France, Victor Vincent, mon père a formé ce brillant jeune homme que je qualifierais que de frère de scène, parce qu'il arrivait à la maison, il avait 13-14 ans, et donc oui, grosse inspiration au niveau du mentalisme. Mes parents étaient effectivement magiciens, malheureusement je parle au passé parce qu'ils ne sont plus de ce monde, et, ils m'ont tout transmis, en tout cas mon grand-père s'était fortement intéressé à la magie et mon père au mentalisme, et m'ont tout transmis. Ma mère était partenaire de scène, donc la grande époque de la grande illusion avec lévitation, disparition, ma mère se faisait découper en 3, en 4, en 8, bref, toute cette époque. Ce qu'ils m'ont apporté, c'est une transmission. Ça veut dire des secrets, des choses, des histoires fabuleuses et une bibliothèque riche de plein de choses dans laquelle je me plonge régulièrement pour trouver de nouveaux secrets, de nouvelles expériences. Étant petit, c'est un peu comme, tu vois, je connais pas les métiers de chacun, mais souvent on veut pas faire peut-être le métier de ses parents, et sauf que tu connais très bien le métier, et au final tu te rends compte que quand tu essaies d'autres choses à côté, c'est quand même très bien ce que tu as appris petit, et tu as une appétence pour ça, et du coup tu te replonges totalement dedans. Donc j'étais un peu plongé dans la marmite comme Obélix, forcé à boire la potion magique, et puis au final c'était génial. Mon premier effet de magie, je vais avoir 7 ans, et la première fois où j'ai travaillé professionnellement parlant, j'avais... alors ça dépend. J'avais 9 ans, quand ma mère malheureusement est tombée malade et m'a demandé d'arriver sur scène et de pousser les boutons, voilà, un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mettre le son, la lumière pour mon père sur scène. Et à 12 ans, mes premiers effets magiques en version close-up, où mon père m'a dit c'est pas compliqué, on a un close-up à faire. Je suis sur scène, la première partie je la fais pas, par contre c'est toi qui y vas. Mais par contre, si tu te foires, je te mets la honte sur scène. Voilà, j'avais 12 ans, je vais trembler à peu près comme ça. Maintenant ça va mieux. J'ai commencé en tant qu'assistant, effectivement, à 8 ans. Tu pousses les flycases, tu prépares la grande illusion, tu commences à comprendre les ficelles du métier, et tu t'y intéresses parce que là, tu passes d'un côté spectateur au côté de la compréhension, et tu te dis, ok, ça peut apporter cette magie, parce que moi, je connais le secret, vous ne le connaissez pas, et du coup, ça permet de faire quoi? Et bien, juste que l'œil fasse waouh. Et là, tu te dis, on peut faire tellement de choses avec la grande illusion, tous ces mécanismes incroyables. Ok, go. Donc 8 ans, première plongée dans ce monde incroyable de la grande illusion et de l'illusion. Personnellement, le mentalisme et l'hypnose, parce qu'on est sur une magie nouvelle, on est sur la compréhension de l'esprit humain. La grande illusion, c'est pas que je n'aime pas ou je n'aime plus, j'adore toujours autant. Je pense qu'elle a été vue et revue. Je pense à des gens comme David Copperfield qui faisaient ça très bien et qui ont démocratisé cet art. Actuellement, on est dans une magie nouvelle, on a besoin de comprendre le cerveau, comprendre notre manière de penser, notre manière d'agir, et donc, c'est vrai que j'ai fortement axé le trait sur le mentalisme et l'hypnose, parce que c'est tellement plus plaisant, en tout cas pour moi actuellement. Même si je continue à me prendre plaisir à faire de la magie, de la grande illusion. J'ai pas de routine particulière. La routine, ça serait de rester en veille constante, c'est-à-dire que tu peux apprendre plein de choses du monde magique, mais aussi du monde qui nous entoure. Tu vois, je reste dans l'actualité, c'est-à-dire qu'à une époque, tu prends des grands livres, Victor Hugo, tu prends du Alexandre Dumas, tu vas comprendre des choses dans ces livres-là pour adapter peut-être ta personnalité et ton personnage et ta manière de faire. Et maintenant, je lis énormément de mangas. Parce qu'au final, tu te rends compte que c'est l'actualité, et on est dans des shonen où il y a des choses hyper intéressantes à aller choper, et c'est là où il faut aller creuser des nouvelles idées. Donc au final, tu as des choses où tu vas trouver des secrets dans des bouquins, juste au niveau technique,
mais au niveau du personnage et tes inspirations, aller choper tout ce qui existe dans la culture actuelle. Sur scène, donc là par exemple pour les petites actualités, le 17, 18 et 19 décembre 2024, je serai au Phoenix à Valenciennes, donc qui est une scène nationale. Donc ça serait grand plaisir de vous voir à cette date-là pour mon spectacle Secret, qui au final repart de la transmission de la magie que m'a apporté mon père et de tout ce monde magique qui apporte énormément. Et en fait, donc sur scène et aussi dans des restaurants, dans des événements un peu privés, professionnels. Donc il y a 2 versions, je pense qu'on va sûrement en parler, mais il y a des versions du type close-up dans laquelle moi je vais déambuler de personne en personne, et donc c'est pas vous qui venez voir l'artiste, c'est l'artiste qui vient à vous et qui crée de l'illusion et de la magie, du mental, dans vos mains et dans votre esprit. Et après en spectacle, comme je viens de le dire juste avant, où là c'est l'inverse, tu viens voir en spectacle. Quand j'interviens dans les mariages ou dans les versions entreprises, l'idée c'est d'être préparé un minimum sur le sujet, donc d'adapter des effets pour les mariés ou pour l'entreprise. Par contre, je pense qu'il faut garder en fait des effets où tu te dis ok, je sais pas ce qui va se passer, un peu de l'impro, et puis go, on y va, on va avancer au fil de l'eau avec eux, et ce qui rend l'événement unique, parce que si j'avais un show malheureusement totalement préparé, ça serait juste une redite de toujours les mêmes effets. Donc j'aime bien un peu mélanger les deux, préparer certains effets pour vraiment être dans une préparation et savoir exactement de quoi je parle, et de l'impro, parce que je préfère être là-dedans. C'est là où je m'éclate le plus, quand dans un événement, tu vois, t'as quelqu'un qui monte sur scène et qui, alors moi par contre, ton expérience, j'ai eu quelqu'un comme ça, moi je veux pas que tu me fasses ton expérience en train de me faire là, j'ai un truc dans ma tête, je veux que t'y arrives. Ok, on y va. On se met un challenge, et puis go. Je suis en train de réfléchir en fait sur une version cabinet de curiosité, parce que mon bureau est un cabinet de curiosité, et je suis bien chaud de parler d'objets un peu ésotériques, d'objets un peu particuliers, et de retrouver l'objet magique, ou l'aspect mental qu'on peut y retrouver. Et je pense que ce sera un bon format pour TikTok, parce que juste vous parler de mes prestations, je pense que c'est pas le but de TikTok, il faut avoir un côté divertissement, et donc je suis bien parti pour faire cette partie-là. Cabinet de curiosité un peu étrange. C'est qui fait ça sur YouTube? J'ai plus les termes exacts là en tête, mais peut-être que vous allez m'aider ici dans l'équipe. Tu vois, un peu cabinet de curiosité, alors je pense forcément à Fabien Olicard qui fait ça très bien au niveau mentalisme, qui est un ami de Victor, mais qui en fait démocratise le mentalisme. Mais t'as Poisson Fécond, c'est ça, je pense à, tu vois, Poisson Fécond qui a un très très bon cabinet de curiosité. Et moi, je suis un jeune de C'est pas sorcier, et j'adorais Fred et Jamy. Il y a un côté, tu vois, explication. Jamy, que je suis encore maintenant sur YouTube, qui a lancé sa chaîne. Et tu vois, il y a un côté explication. C'est un peu le grand-père qui va te raconter des histoires, et j'adore ça. Et il y a plein de choses à raconter. Pour celles et ceux qui ne le voient pas, j'ai un sac avec moi, je vais peut-être le montrer juste ici. Je me balade toujours avec. En réalité, c'est tout bête. Mon grand-père, mon père et moi-même avions un sac dans lequel en fait on transporte l'intégralité de nos effets que nous avons besoin, et ce qui nous permet en fait de pouvoir agir dans l'immédiateté. Et en même temps, c'est une sorte d'héritage familial, tu vois. Moi j'ai eu mon sac, mon grand-père, j'ai encore, parce que malheureusement non plus il n'est plus là, mais j'ai son sac, j'ai celui de mon père, maintenant j'ai le mien. Et puis je continue à me voyager avec cette petit objet, cette petite malle qui fait le tour du monde avec moi, et au moins je suis prêt à dégainer, prêt à sortir des choses. Alors on appellerait quoi ? La malle des secrets, tu vois, le sac étrange. J'ai pas de terme exact, hormis que c'est une sacoche, une valise, parce qu'elle me permet de tout sortir. Donc en réalité, il y a une vidéo qui doit traîner sur YouTube ou sur Insta où justement je sors des objets totalement disproportionnés. Donc il y a ce côté un peu, je sais pas si vous avez la ref avec Norbert Dragono, donc dans Les Animaux Fantastiques, et qui rentre dans son sac et qui en ressort. J'adorerais, je suis en train de préparer un truc comme ça pour un futur spectacle où j'aimerais qu'on amène le sac sur scène et que j'en sorte. Et à la fin, forcément, je re-rentre à l'intérieur et quelqu'un sorte le sac. Ce qui est rien de plus beau, en fait, c'est vrai que Norbert Dragono a amené cette belle image du sac un peu étrange, et c'est un peu le sac de médecin. Je sais pas si vous avez aussi la ref, pendant la peste noire, ils avaient leur masque un peu étrange, et ils avaient cette mallette dans laquelle on pouvait sortir un peu comme des alchimistes des objets et des liquides un peu précieux. C'est exactement ça. Donc on va travailler en fait avec ma compagne qui elle est DJ saxophoniste et qui fait le tour du monde aussi. Et donc là on part aux Maldives pour performer là-bas. On est revenu d'Égypte, pareil, où on a performé pas loin des pyramides de Gizeh, qui c'était juste magnifique. Donc on fait un peu le tour du monde pour ça. Parce que ce métier nous permet de faire ça, et c'est fabuleux d'aller amener la magie. Car ce qui est génial dans la magie, c'est que c'est universel. C'est-à-dire que là on va le faire en français, on peut tout à fait le faire en anglais, on peut même le faire sans parole, c'est pas grave. À un moment, on va tous se comprendre sur cet univers. C'est peut-être l'un des rares métiers où on se comprend tout de suite
même avec des cultures différentes, il n'y a aucun souci, on va se comprendre. L'idée pour moi de voyager, elle est toute bête. J'ai 2 livres favoris. On verra si cette interview m'amène sur le deuxième. En tout cas, mon premier livre, c'est Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, qui était mon livre de chevet, le livre avec lequel j'ai appris à lire. Quand mon père me lisait la page de gauche, je vais lire la page de droite, et dès que je bafouillais, je vais recommencer la page. Donc tu imagines un peu ce que j'ai subi petit. Mais ce livre était extraordinaire, et donc tu as Phileas Fogg qui doit faire ce fameux tour du monde et décide dans ce club de gentlemen de partir avec Passepartout, faire ce tour du monde, et c'est juste fou parce qu'il va voyager, rencontrer des cultures différentes, rencontrer des lieux, des choses mystiques, et il n'y a rien de plus beau que ça. Et j'adore voyager pour aussi ramener en France ce que j'ai pu découvrir à l'étranger. Des objets, des idées, des performances, des expériences, parce qu'à chaque fois l'idée c'est de sur place de trouver ou des lieux ou des personnes qui vont me raconter des choses, des histoires sur place, parce que tu vas découvrir forcément des choses un peu partout. Là moi je suis parti en Thaïlande, on m'a raconté des choses en fait qu'ils ont pu vivre à travers leur croyance qui est le bouddhisme. Tu te dis mais c'est fabuleux, il y a des choses à aller piocher là-dedans qui sont extraordinaires. J'ai un ancien chaman qui m'a bluffé. Donc en fait, il y a très longtemps, quand je voyageais encore avec mon père, on partait donc en Afrique du Nord et parfois en Afrique un peu plus reculée. Et on avait le droit d'aller dans certains villages. Et avant d'aller dans ces villages, il fallait toujours demander l'autorisation du chef du village pour pouvoir performer. Parce qu'on arrivait avec de la magie, et je pense qu'on est tous à peu près au courant ici, la magie elle peut être magie blanche ou magie noire, et eux ils ont une culture très forte avec le vaudou, avec plein de choses comme ça. Quand tu arrives là-bas, tu dois demander l'autorisation au chef du village, et là il nous dit ok, mais avant toute chose, il faut que vous puissiez bluffer notre magicien. Ce personnage sort, est totalement mystique, totalement, tu vois, imperturbable, l'œil, les yeux verrons, donc tu sens que c'est un peu bizarre, la peau un peu grisonnante blanche, donc il devait être albinos je pense, mais tu sens qu'il est un peu étrange dans l'idée, et il va te raconter des choses mystiques, se faire vivre des trucs totalement fous, et donc nous on arrive avec notre magie blanche, il faut le convaincre qu'on va pas prendre sa place, c'est un peu cette idée là, mais je me suis dit cet homme vit, tu vois, dans un village reculé, et son art en réalité c'est d'être le magicien, le gourou, celui, on pourrait dire gourou, l'apporteur de bonne aventure. Il n'y a pas vraiment de bonne solution, mais il est totalement dans le mysticisme, et là tu te dis waouh, là j'en ai rencontré un vrai, et c'est beau, tu vois, ces mecs un peu bizarres. Donc il y en a comme ça à chaque fois à travers le monde, je rencontre, et moi j'ai cette image, je vais avoir quoi, 14 ans, et je rencontre ce personnage là, je me dis mais c'est génial, ça existe vraiment. Toutes les histoires qu'on nous raconte dans les contes de fées, dans les livres, ça existe. Donc voilà, j'ai ce personnage en tête. J'en ai rencontré un autre, j'ai eu la chance en Asie aussi. Il y a des choses un peu comme ça, et c'est fabuleux. Ça forge énormément, et ça apporte aussi une humanité en fait par rapport au monde, et tu te rends compte qu'il y a certains problèmes dans la vie quand tu rentres ici qui sont au final pas si importants que ça quand tu vois ce qui peut se passer à l'autre bout du monde. Quand tu rencontres la misère du monde et des gens qui sont malgré tout heureux avec rien, tu te dis bon, ça va. Quand tu rentres en Occident, tu dis c'est bon, arrêtez de vous plaindre, je pense qu'il y a pire à travers le monde, et ils sont très heureux. Donc oui, ça forge et ça te donne une humanité. Est-ce que j'ai une personne que j'aimerais rencontrer là dans le moment où ça arrive là? Oui, j'adorerais rencontrer en fait un maître de karaté sur l'île d'Okinawa au Japon. Parce que je suis karatéka, j'adore les arts martiaux, et j'aimerais rencontrer ça. Mais là on sort du sujet, si on va reprendre le monde magique, une personne que j'aimerais vraiment rencontrer, c'est Christopher Nolan, que j'adorerais rencontrer, parce qu'en fait, donc si vous n'êtes pas sans savoir, il a réalisé un film qui s'appelle Le Prestige, qui est juste au niveau magique au-dessus de tout ce qui a été réalisé. Vous devez connaître Inception, vous devez connaître Interstellar et Tenet qui a été sorti récemment. Et il a une vision pour moi d'amener l'irréel, la magie qui dépasse l'entendement. Bah, il est sorti Oppenheimer, il arrive même à faire sur un biopic quelque chose de fabuleux, et j'adorerais le rencontrer et échanger avec lui. Ma philosophie elle est toute simple, l'idée, il ne faut pas oublier quelque chose dans la grande illusion, dans la magie de manière générale. Le plus important c'est pas de se faire mousser en tant que magicien, le plus important c'est ton public. Donc si l'œil pétille, tu as tout réussi. Donc, le but principal, tu as quelque chose à raconter, parce que de manière générale, tout artiste, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Un magicien, un illusionniste, un mentaliste, c'est quelqu'un qui utilise
cet art pour raconter son histoire, sans oublier que le plus important, c'est de faire rêver son public et de le faire partir. Voilà. Donc si on peut créer une petite magie dans les yeux, ça va. Sinon, faut arrêter ceux qui souhaitent juste se faire mousser. Cette fausse réalité, elle est terminée. Là où je prends quelqu'un comme David Copperfield, il a quand même fait disparaître, tu vois, la Statue de la Liberté, il a quand même fait léviter Claudia Schiffer. Là, il avait annoncé faire disparaître la Lune en février 2024, c'est juste génial, tu vois, il reste encore dans l'actualité et il va dépasser l'entendement et tu te dis, ah, c'est pas possible. Et ça va se réaliser. Et t'as envie juste de rêver et de sortir de notre quotidien et prendre cette parenthèse de vie. J'ai 2 spectacles en réalité. Donc, pourquoi 2 spectacles ? En réalité, j'en ai un à moi et un qui m'a été transmis. Avant de me lancer dans la magie, mon père donc, était sur scène et malheureusement disparaît du jour au lendemain à cause d'une maladie. Et ce spectacle est là. Et je me dis, c'est triste que ce show s'arrête. Et donc, ce show s'appelait Mystère, parce que lui, son travail, c'était justement de transmettre ce qu'il a ressenti la première fois qu'il a vu son spectacle qui lui l'a marqué, qui s'appelait Mystère du Cirque du Soleil à Las Vegas. Et dans son spectacle, il voulait apporter tout ce côté mystérieux. Et je me suis dit, c'est fou, il m'a transmis ça. Donc moi, je l'ai appelé Secret. Pour, au final, juste se transformer en mode, ok, tout ce que tu m'as transmis, c'est hyper important, je dois le continuer à le transmettre parce que c'est juste fou, ce spectacle aurait dû être plus connu, et donc je continue de le transmettre. Et rappeler aux gens dans ce spectacle, c'est hyper important d'écouter les gens autour de soi, jeunes, anciens, mais de se nourrir de ce que les autres nous apportent. Parce qu'en réalité, on ne s'écoute plus, on est tous maintenant sur nos réseaux sociaux, sur nos téléphones, et on oublie une chose fondamentale, les anciens ont des choses fabuleuses à nous raconter et à nous apporter, et il faut les écouter et continuer de les transmettre. C'est un peu l'image du spectacle. Donc Secret, c'est le spectacle de mon père que j'ai gardé, que j'ai remis à ma sauce et que maintenant, je raconte l'histoire de la magie, mais c'est un spectacle hommage. Par contre, j'ai créé mon spectacle qui s'appelle À quoi pensez-vous, qui là est totalement dédié sur le mentalisme. Et l'idée, c'est presque une plongée dans ce monde un peu étrange où il est à la fois spectacle et à la fois conférence, parce que vous allez apprendre des choses. J'ai parlé, tu vois, de Paul Ekman, qui est un maître en fait des micro-expressions. Donc, je vais en parler. Parler de son travail, il est encore vivant, on peut encore trouver des choses sur lui, et démontrer comment on peut l'utiliser. Par plein de biais, en partie ce qu'il utilise et d'autres biais que je vais utiliser pour arriver forcément à mes fins et tromper votre esprit. Et on peut parler de plein d'autres personnes, je pense à Stanley Milgram avec l'expérience de Milgram, est juste extraordinaire. Et j'ai remarqué dans mon spectacle que les gens ne connaissent plus toutes ces choses-là, et l'expérience de Milgram est juste folle, parce que comment pousser quelqu'un sur une autorité légitime à faire quelque chose dont il n'est pas prêt à faire à la base ? Ça pose question. Donc si tu connais l'expérience de Milgram, on a une personne qui est là, on lui dit, voilà, cette personne, à chaque fois qu'elle va mentir, en fait, que le détecteur te dit elle ment, il faudra lui mettre un coup de jus. On va l'électrocuter. Et à chaque fois qu'elle va mentir, on va augmenter le voltage. Attention, si on est au-delà de ce voltage, la personne peut mourir. Donc la personne s'exécute, en fait, elle pense que le test, c'est la personne qui est testée qui va mentir. Elle ment, et au fur et à mesure, on augmente le voltage. Et à un moment, on est sur la fameuse limite, est-ce qu'on va au-delà ? Est-ce qu'on va tuer cette personne qui est en test ? La première réaction que tu vas faire, tu vas pas le faire. Sauf si on a des psychopathes autour d'ici, logiquement, vous n'allez pas électrocuter. Sauf qu'il y a 2-3 personnes autour de vous en blouse blanche qui vont dire non, appuyez. Vous êtes dans une expérience, c'est filmé, il faut que vous appuyez. Et on est à 70-80% des cas, ils appuient et ils électrocutent. Donc ça pose question finale. À la base, au fond de toi-même, tu n'as pas envie de le faire. Et pour autant, si quelqu'un, une autorité légitime, te dit de le faire, tu vas le produire. Tu vas passer cette limite. Donc la question a été, est-ce que durant... donc je vais juste faire un truc à l'image, hein, une époque, parce qu'on peut plus m'en citer sur YouTube avant de se faire démonétiser, donc vous avez très bien compris de quoi je parle. Cette époque-là, est-ce que les personnes qui ont fait certains actes n'ont pas été juste poussées par une autorité légitime à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire ? Je dis pas que il faut... c'est horrible ce qu'ils ont fait, mais certaines personnes avaient des fusils en main et on leur disait de tirer. Et eux, ils voulaient pas tirer. Moi, j'ai une histoire personnelle. On a... ma grand-mère, en fait, a secouru un soldat allemand chez elle et il était totalement perdu, en fait. Il disait pas, moi, pas vouloir la guerre, moi, être perdu. En fait, il a été propulsé là, il avait, 18 ans et il était totalement perdu en voyant en France au front, il comprenait pas.
Donc grosse expérience, et si vous ne connaissez pas, intéressez-vous à l'expérience de 1000 grammes. Et juste de l'avoir en tête, parce que des fois, on vous fait faire des choses que vous n'avez pas réellement envie. Attention à l'autorité légitime. Et auquel cas, je vous invite à lire Big Brother, donc George Orwell de 1984, parce que là, voilà, dans les références, il faut absolument le lire pour se défendre dans notre société. Lisez-le. Alors, je vous conseille du coup 3 livres, donc George Orwell 1984, forcément Le meilleur des mondes de Aldous Huxley et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Voilà, 3 livres dystopiques qui, au final, sont pas vraiment dystopiques parce qu'on est dans cette réalité. Donc, c'était pas le but des auteurs à la base, c'était justement de dénoncer quelque chose qui ne devait pas arriver. Non. Voilà, je vous laisserai sur cette onomatopée. Pour la préparation de spectacle, il y a plein de choses. D'abord, en fait, on va chercher en fait une idée qu'on veut amener sur scène, un sujet à raconter. Forcément, tu échanges avec plein de personnes autour de toi pour voir si les expériences fonctionnent. Moi, j'ai eu de la chance, je suis très bien entouré au niveau magique, donc j'ai eu plein d'idées et plein de choses pour la mise en scène et les expériences à mener sur scène. Et je les remercie encore de m'avoir apporté tout ça, parce que un spectacle à réaliser seul, c'est bien, mais si on est plusieurs, c'est quand même mieux parce qu'on a plein d'idées. Et après, la question, c'est de se dire, ok, on a l'idée, on a les choses, comment les mettre en place, quelles sont les mises en scène à mettre en place, et ben c'est de l'échange, de l'expérimentation. On expérimente, et à un moment, en fait, on sort un petit coco, un petit bébé qui fonctionne bien et qui sur scène fonctionne. Je réalise tous mes shows seul. Pendant longtemps, j'ai mis ma musique, mes lumières tout seul, parce que je l'ai tellement fait pour mon père avant moi que je le continue à le faire tout seul. Et maintenant, là, on va passer sur une nouvelle version, parce que comme on arrive au théâtre, là maintenant, il y a toute une équipe. On va monter un nouveau show, voilà, lumière, visuel, ensemble. Donc là, il y a toute une équipe, hein, régisseur son, régisseur lumière, pour arriver à rendre des choses totalement folles. Mais au niveau idée, c'est vrai que j'ai une idée très précise de ce que je souhaite sur scène. Et donc après, à moi d'essayer de demander au maximum pour l'avoir. Mais des fois, on a de très bons régisseurs son et lumière qui nous pondent des idées fabuleuses. Donc je pense qu'il y a à la fois, tu vas avoir une idée précise de ce que tu souhaites, parce que c'est quand même toi sur scène et c'est toi qui vas devoir te vendre. Donc après, il faut vendre ton spectacle et puis prendre plaisir à le faire. Et puis pas hésiter à écouter, parce que des fois, il y a des idées folles qui fusent. Plus on va échanger, quand on est en brainstorming comme ça, il y a des choses qui vont tomber, donc il faut les prendre. Je me mets dans la loge, je fais totalement le vide. En réalité, j'ai 2 choses que j'utilise. Je fais un kata respiratoire du karaté qui me permet de reprendre la main sur moi, sur mon stress surtout, pour pouvoir être au meilleur de moi-même, parce que c'est important de vraiment être focus dans son esprit. Un tout petit peu de méditation, qui au final est pas loin de ce kata respiratoire, parce que pendant ce kata, je peux aussi me rendre très focus. Et après, c'est parti, tu vas sur le coin de la scène, tu prends un peu l'atmosphère du public et puis tu y vas. Je brise le 4e mur, parce qu'en réalité, on est dans cette nouvelle ère où les écrans ont recréé cette fracture du 4e mur où on ne peut pas forcément interagir. Donc moi, j'aime bien tout de suite, c'est comprendre. On allume, en fait, les projecteurs s'allument pour la scène, je rentre sur scène, on lance le truc, et très vite, j'adore s'allumer la salle et leur faire comprendre qu'ils vont participer à l'expérience. Nous allons échanger ensemble et créer de l'interaction et du lien. C'est très simple, tu parles aux gens. Il faut leur parler. Moi, j'adore briser le 4e mur, parce que c'est là où tu crées le plus de choses. Et c'est comme ça que tu crées l'interaction. Tu fais venir des gens sur scène, il va se passer des choses, ils voient que ça se passe correctement. Forcément, les premiers ont peur, le 2e a moins peur, et après, c'est bon, ça vient. Et pas de souci. C'est toujours le premier qui a un peu de mal à se dire, ok, je vais aller sur scène, qu'est-ce qui va se passer, j'ai un peu de mal. Non, ça va aller. J'ai de la chance, j'ai plein de souvenirs, parce qu'à chaque fois que je travaille, j'ai de la chance, mon public est impressionné, donc là, c'est une réussite. L'inverse, par contre, et j'ai eu des cas où tu as des choses étranges qui arrivent sur scène. Exemple. Et j'ai une personne où je lui demande tout simplement, pendant le spectacle, de penser à une personne qu'elle aime. Et là, vous allez me voir le truc venir. Elle monte, elle pense à quelqu'un. Et mon travail, c'est de faire en sorte de réussir à trouver cette personne dans son esprit et de la décrire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire durant mon spectacle, durant l'expérience. Et là, je commence à décrire, et là, tu sens dans le regard de la personne que je ne dois pas révéler la personne à laquelle elle pense. Et là, tu comprends tout de suite qu'elle a pensé à quelqu'un, sauf qu'elle est venue avec une autre personne dans la salle. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est très compliqué, parce que du coup, tu révèles pas, tu comprends très vite qu'il faut pas le faire.
Tu révèles pas. Par chance, je révèle le nom de la personne qui est en salle, ce qui fait que la personne est rassurée. Sauf qu'elle descend de la scène et elle prend la porte et elle s'en va. Et je vois une personne se lever dans le public, partir. Donc je comprends que ça a mal fini. En même temps, c'est pas de mon biais et pas de ma faute. Et là, j'ai un public extraordinaire parce que à la fin du spectacle, ils m'ont tous dit mais pourquoi elle a fait ça en fait. Et du coup, ils ont pris parti pour moi en disant mais on n'a pas compris. Ça, c'est des trucs de scène où c'est compliqué. J'ai pas révélé ce à quoi elle pensait. On a tous compris. Et c'est là où génial parce que t'as le public. On est tous d'accord, on est tous mentalistes là. On a tous compris à quoi elle pensait. Et maintenant, je fais un peu plus attention, ce qui fait qu'avant de faire cette expérience, je fais une belle vanne sur scène en disant voilà. Au moins, ne pensez pas à ce genre de choses. En tout cas, si vous y pensez, pensez pas à cette personne-là maintenant. Tu vois. Soirée prestige, j'en ai fait plusieurs. En réalité, il y a 2 modèles. Tu vois, là, je viens d'en finir une pour donc le Casino Partouche de Saint-Amand-les-Eaux, dans laquelle on a fait une soirée prestige et on a fait un accueil fabuleux au diamant. Donc là, l'idée, c'est que tous les invités avaient été reçus avec une coupe de champagne dans laquelle il y avait un diamant dans chaque verre. Sauf qu'attention, messieurs, dames, il y a un vrai diamant parmi tous les diamants. Ne l'avalez pas. Donc tu vois l'idée en fait des soirées prestige, là je vois à quoi tu fais référence, c'est aussi mes soirées casino. En fait l'idée ça a été de revivre des soirées un peu à la Gatsby, un peu les années 20, les années prohibition. J'adore cette époque, les années 1910, 1920, 1930. La grande époque, l'époque où les hommes étaient des gentlemen, les femmes très élégantes, un peu au-delà de ce qu'elles devaient faire, et les années folles, les années dans lesquelles c'était totalement fou, c'était la fête partout. Je vois quelqu'un à côté de moi qui adore cette époque aussi, parce que je pense qu'au niveau style vestimentaire, on doit être très proche. Donc c'était l'idée de recréer ces soirées-là. Donc, un peu soirée prestige, comme tu l'as nommé. Dans le cas de la soirée casino, par exemple, c'était d'amener un casino et puis de leur dire, voilà, messieurs, dames, ce soir, nous allons ouvrir les portes de ce casino, vous allez jouer avec de l'argent factice durant ce casino. Par contre, l'argent que vous allez gagner durant ce casino, vous allez pouvoir l'utiliser pour une vente aux enchères avec de vrais lots à gagner. Et là, les gens se disent, mais attends, il y a des vrais lots à gagner. Et là, tu partais en mode folie. Et par exemple, je te donne là des lots comme ça qu'on vendait durant ces soirées aux enchères et soirées prestige. On dit, voilà, messieurs, dames, vous avez participé au casino, vous avez joué à toutes les plus belles tables, etc. Maintenant, nous avons un lot extraordinaire, c'est un voyage en Italie. Donc là, on partait 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 40 000, 50 000, 60 000 et 90 000 pour madame. Madame venait gagner pour 90 000 valeurs ce voyage en Italie. Et là, tu sortais de la sauce tomate, des pâtes, une bouteille de Chianti et un CD des Rota Ramazzotti. Et voilà, messieurs, dames, très beau voyage pour 90 000 euros. Le paquet de pâtes, ça le fait quand même. Et tu vois, tu jouais sur ces jeux où les gens ne savaient pas ce qu'ils achetaient réellement et ça mettait un peu de la blague. Donc l'idée, c'était de prendre les gens en contre-pied, leur offrir des soirées totalement prestige, des soirées folles, des soirées extravagantes, des soirées inoubliables. Et c'est ça que doit être une soirée. Parce que je pense qu'ici, personne n'a envie de passer une soirée non mémorable. On veut tous passer une soirée mémorable, sinon ça sert à rien de sortir de chez soi. Donc c'était un peu l'idée des soirées prestige, c'était de revenir à ces soirées des années folles. Du coup, je vous invite à lire ou à voir Gatsby le Magnifique. Parce que là, pour le coup, DiCaprio vous montre à quel point comment organiser une belle soirée. Il faut des belles voitures, du champagne à gogo et puis une piscine. Mais bon, c'est un peu le projet X de l'époque, en réalité. Oui, mais en réalité, on peut tout à fait, et je reste convaincu que même sans argent, on peut faire des soirées de fou. L'idée, c'est ce qu'on va amener. Là, tu vois, dans la voiture, je réécoutais une soirée sur le jeu Among Us, par exemple. On peut se passer une soirée de fou à jouer à Among Us ou à jouer à un loup-garou. En fait, où je pense au Scrabble, le Scrabble un peu difficile, une Murder Party, par exemple. Tu vois, entre vendre une soirée Scrabble ou une soirée Murder Party, fais une vraie soirée Murder Party. Pour pas beaucoup d'argent, tu te fais une soirée de fou, mais les gens vont retenir une soirée inoubliable. Voilà, donc je pense qu'on peut faire de n'importe quelle soirée quelque chose de fou, et je vous invite à le faire. Et en réalité, je suis pas fondateur des soirées prestige, par contre, je suis organisateur. C'est-à-dire que les gens me connaissent et savent que j'adore faire des soirées un peu folles et originales. J'en ai une en préparation, je vous donnerai juste un petit teasing après. Et donc, des fois, j'organise ce genre de soirée dans laquelle, en fait, on peut payer sa place et vivre ce genre de moment. Ou, après, j'ai des clients qui appellent en disant « je souhaite organiser ça, j'ai mon anniversaire, j'ai mon événement, j'ai mon mariage, j'ai mon baptême, mon événement pro. Vous avez quoi comme idée ?» Et du coup, on est apporteur d'idées et organisateur parce qu'on trouve les personnes pour tout réaliser. On fait des soirées folles. J'ai eu un client comme ça qui
qui va dire voilà, j'ai 60 ans, je veux marquer le coup, je mets un certain nombre d'argent sur la table, donc on va dire son nombre d'années de l'anniversaire avec 3 euros derrière, et dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est bien, il y a de l'argent, mais on fait quoi? Parce qu'on pourrait tout à fait se dire ok, avec beaucoup d'argent, on va proposer un truc de fou. Et là, nous, on lui apporte un concept en disant on va faire de toi le nouveau James Bond. D'accord? Et donc là, on fait venir une équipe de film, on le filme, on réalise un truc totalement dingue dans lequel il va incarner James Bond dans un scénario. Je parle de ça il y a maintenant presque 10 ans. On fait venir une équipe de drones, des fonds verts, etc. Donc on est un peu précurseur sur le sujet. On lui fait rencontrer la reine d'Angleterre. T'imagines le truc? Alors qu'en fait, on l'a pas vraiment fait. On a repris la vidéo des JO dans laquelle elle parle à Daniel Craig, sauf qu'on l'incruse dans la vidéo et c'est juste génial. Il rencontre la reine d'Angleterre. Dans la vidéo, il prend un hélicoptère parce que la reine d'Angleterre lui donne une mission. C'est tout. Pendant ce temps-là, les gens sont invités à une soirée. Ils arrivent sur place. Il y a une équipe du SWAT qui est devant la baraque, avec les FAMAS, etc. Ils arrivent, ils rentrent dans la maison. On fait venir un portail de sécurité. On fait contrôler tous les gens à l'entrée. Les gens ils disent mais on arrive dans quelle soirée? Dans quel type de soirée? Ils rentrent sur la terrasse et là ils voient un piano-bar, des écrans de tous les côtés et le client n'est pas là. Donc un anniversaire et la personne n'est pas là. Tu vois, déjà tu braines un peu les gens en mode il se passe quoi? Et là, la vidéo se lance. Ils voient la personne en question incarner James Bond, rencontrer la reine d'Angleterre. Elle a une mission, prendre un hélicoptère, l'hélicoptère s'élance, passe la Manche, et là, ils entendent l'hélicoptère arriver vraiment au-dessus de la baraque. Et descente en rappel du client, et c'est parti, James Bond arrive. Et ça, c'est que le début. Parce qu'après, le cocktail démarre, il y a un piano, on a la cliente qui nous missionne d'apprendre en fait Skyfall au piano pour son homme, mais en secret. Donc on a fait prendre des cours de piano intensif à la cliente, fait venir un piano à queue, etc. Voilà. Elle joue Skyfall, lui, il se fait avoir dans sa propre anniversaire de surprise qui n'est pas au courant. Tu vois un peu le truc, et la soirée commence, etc. Et là, t'as une équipe de talibans qui arrive avec fusil à pompe, etc. Et là, ils veulent récupérer James, etc., la mallette, etc. Et là, t'as une baston qui commence dans la soirée, une fausse baston, mais une vraie baston, avec une bouteille qui explose sur sa tête. Il part dans la piscine, le smoking arraché, et là, il est embarqué. Je continue un peu le truc, il se fait embarquer, les caméras se relancent. Et là, on voit une scène de torture. Et là, on voit le client se faire torturer, un peu, tu sais, un peu génial, etc. Et donc, il va se libérer et sortir de la vidéo et puis arriver sur un nouvel endroit qui est un désert. Et là, on dit, voilà, messieurs, si vous voulez continuer les aventures de James Bond, du client, mais là, je vais dire James Bond pour l'occasion, suivez les lumières. Et là, dans le jardin, ça s'allume. Plein de lumière. Ils arrivent au fond du jardin et là, il y a une tente berbère. Et là, on les fait voyager dans le désert. Donc là, désert, etc. On refait vivre au client totalement une chose folle, où avec le tatouage au henné, des chameaux, des dromadaires, danseuses orientales, le couscous à terre, etc. Et ils retrouvent leur invité changé dans un nouveau déguisement. Un peu comme un vrai film, tu vois. Ils arrivent, les talibans reviennent, veulent en vouloir à James Bond. Il y a une bataille qui rééclate et c'est la femme qui va tuer le grand méchant de l'histoire, et du coup libérer James Bond. Ils vont s'évader. Si vous voulez suivre les aventures de James Bond, continuez. Donc là, ils ont eu leur repas, ils continuent. Et là, on arrive sur une tente transparente dans laquelle il y a un rideau. Et là, on voit la scène un peu de sexe de James Bond, en lumière, en ombre chinoise. On voit le client et la cliente s'enlacer, s'embrasser, un peu se dénuder, faire tomber le vêtement, et le rideau tombe. En fait, il y a une double vêtement, donc ils sont pas nus. Et puis, super. Et là, t'as le client qui a un grand final. La mallette qui croyait être depuis le début en gros le moteur de toute l'histoire, il apprend que dans sa mallette qu'il a transporté, il y a son cadeau. Il n'était même pas au courant lui-même. Tu vois, il ouvre, il est de montre de luxe parce que ses clients, comme tout James Bond, en fait, chaque James Bond a eu sa montre de luxe. Tu vois, il y a eu Pierce Brosnan qui avait une Rolex. On a eu Daniel Craig qui avait une Omega. Donc là, lui a eu une très belle montre de luxe pour marquer, parce que comme tout James Bond, il faut une montre de luxe. Et là, il nous dit, voilà, super, on arrive au grand final. Il voulait un gâteau. On lui dit qu'on ne pouvait pas l'avoir. On a envoyé un mec à Londres aller chercher son gâteau à Harrods à Londres. Il a son gâteau, donc c'est un rainbow cake, et au moment où il souffle les bougies, feu d'artifice au-dessus de la baraque. Voilà. Et là, t'amènes un concept. C'est pas juste une soirée, tu vois. Et les gens, à vie, moi je rencontre encore, ils vivent ça. Ils sont partis de la soirée, on leur a donné à tous une carte du MI6 que j'avais réalisée à l'époque, donc on me rentre de ça il y a 10-15 ans, une carte dans laquelle il y a une clé USB. Il y a 10 ans, personne n'avait vu ça. Et donc, tu avais une carte du MI6, tu sais, le logo du MI6. À l'arrière, il y avait un mot de passe. Et là, ils retrouvaient, avec la clé, toutes les photos du backstage, avec des vidéos de toute la préparation. Et grâce au code, il y avait un site internet dans lequel ils pouvaient retrouver leurs photos.
Parce que tous les clients étaient interdits, 0 photo sur Facebook, tu vois, c'est le truc, tu peux pas mettre aucune photo. Par contre, ils ont retrouvé toutes leurs photos sur Internet grâce à ce mot de passe. Et donc, quand tu parles de soirée prestige, c'est ça le concept. C'est, tu m'appelles et je vais te faire en sorte que tu te rappelles à vie et que tes invités se rappellent à vie de ta soirée. Comme on en avait parlé ensemble, moi j'ai fait une soirée Gatsville magnifique dans laquelle moi j'ai invité mes amis à mon anniversaire. Je le fais tous les 7 ans. J'en ai fait un certain nombre, ce qui fait que je suis vraiment immortel, un peu le Highlander, tu vois, de l'histoire. Et j'ai invité tous mes amis. Je peux t'expliquer ça, on a encore un peu le temps sur ça. On y va. Donc soirée Gatsville magnifique. Les gens ne sont pas au courant. Ils sont juste au courant qu'ils vont devoir aller à un endroit, à un lieu qu'ils ne connaissent pas. Et là, je lance une sorte de micro-indice à tout le monde en disant voilà, vous avez rendez-vous telle heure, tel endroit, mais pas le lieu exact. Vous devez passer tel endroit, tel truc, et il y aura peut-être un lieu à découvrir là à découvrir, et donc ils savent pas où ils vont. Jusqu'au bout, en fait, je leur donne pas l'adresse. Donc s'ils se trompent, pas de soirée pour eux. Ils arrivent, pour la plupart, une personne qui n'a pas trouvé, qu'il a fallu que j'aide à la fin, mais ils trouvent tous le lieu. Ils arrivent dans un château totalement fermé, dans un endroit. Et pareil, je ne suis pas là au début. Et je fais une arrivée en grande pompe dans une voiture à l'ancienne, mode Gatsville magnifique. Et là, il faut quand même comprendre, on est en plein Covid. En fait, j'ai fait sortir tout le monde de chez soi. Je les ai envoyés en Belgique. Je les ai envoyés dans un lieu dans lequel j'aurais demandé 0 masque, 0 rien, 0 tout. Et bien sûr, comme j'arrive avec la voiture, je dis messieurs, dames, on est en pleine époque de la prohibition. Tout nous est interdit. Ça tombe bien. Je pense que les planètes se sont alignées pour ma soirée. C'était comme ça. Et dans toute soirée prohibition, en fait, tout est interdit, dont l'alcool. J'ai eu de la chance, j'ai ramené de mes voyages une malle avec tout l'alcool, les cigares pour faire une soirée, sauf que elle est bloquée par un cadenas. Je suis bloqué, je suis embêté, j'ai pas le mot de passe. Par contre, je pense que dans la gazette du jour, il y a le mot de passe. Et là, j'avais fait faire une gazette à l'ancienne en mode années 20, et dans chaque page, il y avait un numéro à découvrir. Et s'ils découvraient le mot de passe, pouf, on débloquait la mallette, on ouvrait, et là, c'est parti, champagne à gogo. Donc là, on partait sur un escape game pour les gens. Et là, tu vois, tu montes étape par étape. Et après, du coup, ils rentrent dans la salle, fontaine de champagne. Ils ouvrent une porte, soirée casino, parce que là, du coup, c'était la thématique, etc. On continue, et puis là, ça ne fait que monter comme ça. Et les gens se souviennent de cette soirée. Forcément, ils sont venus habillés dans la thématique. On a eu un moment de folie. Et pour la petite histoire, en fait, ce soir-là, la Belgique annonçait fermer les frontières le lendemain midi. Ce qui fait que les gens ont passé une soirée de dingue. On a eu 0 malade, 0 truc. Et même ma grand-mère qui était là, que j'ai sorti, que je l'ai amenée, elle avait 93 ans. Elle était là, elle a fait une soirée comme jamais. Et on a dû donc le lendemain se réveiller très tôt, faire revenir tout le matos, parce que j'ai fait venir des fauteuils chez Storefield, des phonographes à l'ancienne, tout le matos pour vraiment être dans l'ambiance. Et on a passé la frontière à 11h50 dans des camions par les petits chemins pour repasser en France avant la fermeture de la frontière. Voilà, ça c'est une vraie soirée prestige en mode, tu vois, à l'ancienne. Je teste des soirées comme ça, et après, là moi j'avais une cliente qui malheureusement, on n'a pas pu faire cette soirée parce que bon, elle faisait partie de la jet set de Saint-Trope. Elle voulait amener ce concept de soirée dans le sud parce qu'ils ont des soirées, sauf qu'ils n'ont pas des soirées aussi folles. Elle voulait devenir la reine de ce genre de soirée. Et malheureusement, le Covid est arrivé et ça a totalement tué tout ce genre de soirée. Et on commence enfin en 2024 à revenir. Les gens se disent allez, c'est bon, on va revivre des soirées. Parce que comme nous, on s'est croisés dans une soirée comme ça, c'est bon, on reprend des soirées un peu ouvertes. Pendant 2-3 ans, c'était un peu compliqué quand même. Donc voilà, et la prochaine, pour la petite histoire, l'idée c'est de faire rentrer les gens dans mon propre cirque. Et donc je t'invite à aller voir le film Nightmare Alley. Et tu comprendras le freak show que je vais amener en fait. La prochaine soirée, en mode freak show, je vous amène dans mon cirque avec des rouleaux à l'ancienne, des cartons anciennes, des lancers de nains, hommes de petite taille comme on dit maintenant, parce qu'on n'a plus le droit de le dire. Et puis femmes à barbe et des trucs un peu, tu sais, moi j'aimerais arriver sur un éléphant, donc c'est un peu... Je sais qu'on n'a plus le droit aux animaux, donc je suis en train d'essayer de trouver un animatronics pour monter dessus, au moins du coup respecte tout le monde, tu vois. Et voilà, pourquoi pas. L'époque du cirque, c'est juste génial. Et je pense, tu vois, effectivement, American Horror Story, il y a une saison sur le cirque, il y a des choses folles à faire. Il y a des concepts à avoir sur tout ça qui sont top. Donc voilà les soirées prestige, c'est un peu des soirées dont tu vas te rappeler toute ta vie. Ça peut mettre là, dans le cas de mon client Jazz Bond, ça a été 2 mois avant. Il a fallu trouver les équipes, débloquer le monde, ça a été une course contre la montre. Et ma soirée Gatsby, ça a été 1 an de préparation. Là, pour la prochaine, là, je pense que c'est plus sur 2 ans de prépa, parce qu'on va faire un show spécifique.
Et après, moi, ces choses, je les vends, en fait. Je vends le concept après. Donc, tu vois, c'est l'idée de me faire plaisir et en même temps, après, de vendre des soirées aux autres. Donc, oui, ça peut être de 2 mois à 2 ans de prépa, en fonction des prestats. Alors, il faut quand même se comprendre, hein, 60 ans, un certain budget, 60 invités, 80 prestataires. Il y avait plus de prestataires le jour J que de nombre d'invités. En même temps, pour faire une soirée comme ça, il fallait le nombre. Et c'était juste génial. Et en plus, le client était adorable parce que même les prestataires ont été reçus. Enfin, bref, voilà. C'est là où tu peux aussi amener dans ce genre de soirée. Il faut que tout le monde soit reçu correctement et du coup, tout le monde se donne à fond. Là, comme là, vous m'accueillez aujourd'hui, vous me servez un café. Non, mais tu vois, et si on garde cette dynamique-là de bonne entente, on arrive à créer des moments uniques. Et c'est là où tu as l'avantage quand tu côtoies ce monde-là, tu rencontres des gens qui savent faire des choses de manière manuelle et j'avais un ami comme ça qui faisait les décors pour le parc Nigloland et il faisait des décors totalement hors normes et actuellement si le parc est à sa superbe actuellement, c'est grâce à lui parce qu'il a amené en fait des idées de décors et de choses totalement folles. Et du coup, j'ai rencontré des gens dans cet univers-là qui font des choses. En fait, c'est pas le problème de la réalisation, c'est juste de l'idée. Et du coup, quand c'est plus le problème de la réelle, mais juste de l'idée, bah, c'est génial parce que du coup, c'est nos limites. Donc, tu as des choses qui peuvent être faites en bois, des choses en impression 3D. Moi, j'ai découvert cet univers-là de l'impression 3D. J'ai une machine à la maison. Tu vois, lui, on a plusieurs. Moi, j'en avais une. Enfin, tu peux tout faire en réalité. Parce que je sais pas si vous connaissez un peu l'impression 3D, mais on part d'un objet et à partir de là, tu peux demander à la machine de le découper en plusieurs morceaux, mettre en mode puzzle et tu le crées. Et je rencontre un mec, parce que nous sur Valenciennes, on a une boîte qui vend en fait des boîtes d'impression 3D. Ils font même, c'est l'un des leaders, je crois le numéro 1 ou les seuls au monde à faire ça, ils impriment des maisons en 3D. Ils ont une sorte d'araignée et qui projette du béton et ils impriment des maisons en 3D. Bon. Et là-bas, je rencontre quelqu'un qui adore tout ça, et il m'explique qu'il est en train de faire dans son jardin une tête de T-Rex grandeur nature dans son jardin, pour l'éclate. Et donc, il est en train de l'imprimer en 3D. Donc, et il m'a montré des photos, t'as une tête de T-Rex, donc t'es en mode Jurassic Park dans ton jardin. T'imagines, et tu peux tout faire. Donc, la question, c'est pas l'idée. Juste lui, voilà, il a ses machines, brique par brique, puis il remplit, puis après, il va le peindre, et puis il va avoir une tête de T-Rex dans son jardin. Donc, la problématique, c'est plus la conception, c'est juste l'idée. On peut tout faire. En réalité, pour que vous compreniez bien le monde magique, on n'a toujours pas été en avance, juste on utilise déjà tout ce qui existe. Et je prends un exemple tout bête. Dans le cas de Robert Houdin, qui est quand même le père de la magie moderne, donc Jean-Eugène Robert Houdin, il était horloger. Et donc c'était le premier en fait à avoir créé des automates sur scène. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, presque des animatronics avant l'heure. Mais t'imagines qu'il y avait une sorte de robot sur scène, ça ne bougeait pas à l'époque. Et lui, ça commençait à s'articuler tout seul. Pour l'époque, c'était juste fou. Il utilisait de l'horlogerie dans son mécanisme. Pourquoi on peut le mettre dans une montre, on peut pas le mettre dans un animatronics? Donc Go, lui, il l'a fait. Il a créé donc ses premiers personnages qui commençaient à bouger sur scène. Deuxième chose qu'il a utilisé, il prenait une ampoule. C'est l'époque où quand même on passe de la bougie à l'électricité. Et les gens parlaient de la fée électricité. Pour te dire à quel point ils comprenaient pas comment ça fonctionne. Quand Edison commence à amener tout ce côté-là, on dit voilà, on va allumer l'intégralité, il ne fera plus jamais noir sur Terre, les gens le prennent pour un fou, et ça ne pouvait être que de la magie. Donc en fait, c'est marrant, ce qu'on ne comprend pas, souvent on y met deux mots. Un que je ne vais pas pouvoir dire là à l'antenne, que je vous dirai en off, et le deuxième, on met le mot magie. Ce qu'on ne comprend pas souvent, c'est la magie. Donc on appelait la fée électricité. Et ce qu'il faisait, Robert Houdin, il montait sur scène, il prenait une ampoule dans ses mains, il dit voilà, si la fée électricité existe, je peux vous la matérialiser. Il dit regardez, je prends la fée électricité, je fais ça, et l'ampoule s'allumait dans sa main. Et tu te dis, c'est pas possible. Je vous donne un petit off comme ça. Il a émis une plaque de métal au sol, il a émis dans ses talons des plaques de métal, et comme il y avait le contact, on branchait, en fait il se branchait à la scène, et du coup le courant passait à travers son corps, et allumait l'ampoule. Donc on est d'accord que lui, il avait osé utiliser l'électricité et le faire passer par son corps avant même que les gens l'avaient dans leur maison. Donc quand tu voyais ce genre de show, tu te disais mais c'est pas possible. Donc quand tu me parles d'impression 3D, bah oui. Mais tu sais pas comment, pas pourquoi. Mais on s'en fout. L'idée c'est que toi tu rêves. Et nous c'est le principal. Donc on peut tout utiliser. Il y a zéro limite. Notre but ultime, c'est que tu vives un truc extraordinaire. Donc oui, l'impression 3D peut être utilisée. D'autres outils peuvent être utilisés, je vais pas les nommer parce que l'idée c'est pas l'idée de comprendre. Moi j'y vois pas, alors sauf si tu en fais ton métier, c'est intéressant de comprendre et de comprendre la complexité de l'effet, parce qu'il y a des effets qui sont extraordinaires par leur complexité. Mais si t'es juste spectateur, cherche pas à comprendre, laisse-toi juste surprendre et garde cette âme d'enfant. Et en plus ça rime, c'est fou ça.
faut donner en fait un terme à ce que l'on fait, parce que j'ai pas encore un nom dans lequel on sait ce que je fais. Donc il y a des gens, tu vois, tu vas aller voir un humoriste, je pense par exemple à Gad Elmaleh, il n'a pas besoin de dire qu'il est humoriste, on le sait. Dans ma vision des choses, le problème c'est que on ne sait pas si je suis illusionniste, magicien, prestidigitateur, mentaliste, hypnotiseur, médium, voyant. Tu vois, donc si tu donnes pas un terme dans lequel ils peuvent se recentrer, donc actuellement effectivement je communique sur le terme le mentaliste, parce que pour les gens, ça leur parle. Ils ont tous en référence Patrick Jane de la série The Mentalist. Ils ont tous en référence, pour les un peu plus connaisseurs, Lie to Me avec l'analyse du comportement. Et ils commencent à avoir dans la tête une sorte de, très grossièrement, oui, bah, tu fais un peu comme Mesmer ou comme Fabien sur YouTube ou comme Victor. Mais c'est pas grave, au moins ils sont très proches de la réalité. Donc en donnant le terme le mentaliste, ils savent de quoi on va parler. Et ça leur donne une idée un peu préconçue de ce qui va se passer durant le show. Mais en réalité, je suis un peu de tout ça. Actuellement, on a besoin en France de sectoriser les sujets, ce qui est très étrange. Aux États-Unis, on n'a pas besoin de sectoriser. Ça veut dire que tu vas prendre un mec comme Will Smith, tu l'invites sur le plateau de Jimmy Fallon, il est aussi bon acteur que chanteur, que danseur, que tout en fait. Et d'un coup, il va te jouer un instrument de musique, donc on peut tout faire. En France, on a encore besoin de mettre les mentalistes d'un côté, les hypnotiseurs de l'autre, l'illusionniste d'un côté, tu vois. Bon. Donc moi, ça me dérange pas qu'on mélange les univers, parce que je vais utiliser certains outils de l'hypnose dans mon spectacle, certains outils de la magie dans mon spectacle, certains outils du mentalisme, donc ça me dérange pas. Juste, je recentre un peu le débat en disant non, je suis pas que hypnotiseur, que ça. Mais je pense qu'il faut faire des ponts, parce qu'il y a des choses extraordinaires. Il n'y en a qu'un pour moi qui fait très bien le pont. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est Darren Brown. Et dans son spectacle qui s'appelle Miracle, ou Miracle, qu'on retrouvait à une époque sur Netflix, tu sais plus ce qu'il utilise. Et Darren Brown, il communique juste en disant « Je suis Darren Brown ». Parce qu'à un moment, effectivement, ce qu'il fait, c'est pas identifiable. Et c'est là où je pense qu'on passe la bascule. Donc moi, tant qu'il mélange tout, c'est pas grave. Je vais arriver à ce point de bascule où on vient pas juste voir un mentaliste, on vient voir... J'aimerais qu'on vienne me voir moi, parce que j'amène un peu de tout. Et c'est ça qu'il faut absolument arriver à faire. J'estime que ce qui est bien avec les émissions, c'est que ça permet à un grand public de découvrir cet univers, parce qu'il y a encore des gens maintenant que je côtoie et qui n'ont jamais vu de mentaliste, d'illusionniste, et c'est la première fois qu'ils vivent une expérience. Et la télé permet de faire ça. Je trouve juste que le format n'est plus adapté. C'est-à-dire que je pense que dans cette pièce, qui regarde la télé, voilà, il n'y a personne qui a levé la main. Donc, quand on me demande ouais, mais je te vois bien à la télé, alors oui, j'adorerais, parce que j'ai adoré petit la télé. Le format de la télévision répond à un public qui n'est plus le nôtre. Mais c'est dommage, parce que le format est extraordinaire. Ça a amené des émissions, on prend ça l'émission Diversion, je sais pas si toi tu du coup dois la connaître, dans laquelle ils avaient une idée extraordinaire, c'est Arthur qui avait produit ça, faire venir un peu comme le film Insaisissable, un magicien, magicienne, mentaliste, voilà, et chacun un univers. Ce qui est juste dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait un truc commun, il y avait moyen de faire un truc dans lequel on est tous unis, mais bon là c'est le problème de notre métier, il y a un problème d'ego chez les artistes qu'il faut un peu passer, mais je suis sûr et persuadé qu'il y a moyen de faire un format sur YouTube. Sur TikTok, j'ai un peu plus que le format un peu court, ce qui répond peut-être pas à notre format. Mais YouTube et Twitch, il y a moyen de trouver un truc. J'en suis persuadé. On parlait tout à l'heure de ce qu'on est un peu en mode format pirate, tu vois, sur notre bateau, un peu hors des eaux internationales. C'est ça qui va fonctionner et c'est là où on va se retrouver, on va pouvoir encore parler librement. C'est dans ces formats-là. De manière générale, je vais refaire un petit un retour en arrière. Quand tu parles avec les gens sont moroses en France et disent oui, ça va pas, ça va mal, la vie va mal. En fait, non, c'est juste qu'il faut prendre le bon côté de la vie. Et la grande illusion m'a fait comprendre ça, c'est que tu peux amener à des gens qui sont un peu fades dans leur vie, retrouver cette âme d'enfant, parce qu'on l'a tous eu. Voilà. Donc, moi, c'est ce côté-là. C'est le retour, en tout cas, d'amener les gens sur cet état, la vie est belle, en gros. C'est moi la révélation que ça m'a pu faire, c'est on peut amener et ramener les gens dans cet état-là. Il faut absolument qu'on revienne à ça. Soyez convaincus de ce que vous faites. Croyez-y fermement. Passez des heures à bosser. Parce qu'il n'y a que le travail qui paye, donc donnez-vous à fond. Et n'ayez pas de doute et expérimentez. C'est-à-dire que il est impossible d'arriver sur scène
en studio ou dans un format où tout est déjà parfait. Le seul moyen d'y arriver, c'est d'essayer et de faire. Le spectacle secret, donc le 17, 18 et 19 décembre 2024 au Phoenix à Valenciennes, ce serait avec plaisir de vous retrouver. Il y a d'autres dates qui vont arriver, donc soyez sur les réseaux, ça me ferait plaisir. Vous avez mon Insta, mon Facebook, mon LinkedIn. Charles, C-H-A-R-L-E-S, c'est facile, c'est comme le roi, God Save the King maintenant. Et Miraskill, M-I-R-A-S-K-I-2-L. Et après, il y a la conf, ça sera un grand plaisir de vous retrouver en conférence. Et puis j'espère très vite sur YouTube ou Twitch pour un format que j'aimerais absolument amener, parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Et si cette interview vous a plu, on se retrouve bientôt, parce que l'aventure continue sur Internet et en réel.